Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avant de me lancer dans l'épisode, je voulais vous rappeler que l'entreprise de demain, ce sont aussi, en plus de ce podcast, des conférences ateliers percutantes, incarnées, qui ouvrent le débat entre les participants, qui réveillent leur audace et enclenchent l'action. Ces conférences, je les fais sur le management intergénérationnel, le leadership, l'audace, mais aussi l'entreprise de demain, plus largement. C'est aussi un programme de mentoring, accélérateur de développement du leadership, destiné aux leaders qui ont envie de passer un cap, d'aller vers un management plus collaboratif et responsabilisant, mais aussi ceux qui veulent reprendre pied. C'est également des cercles de co-développement pour faire émerger les rôles modèles dont on a besoin. Vous savez, moi je crois beaucoup aux rôles modèles plus qu'aux modèles. De partager des expériences, d'offrir des espaces d'échange sécurisés. Et puis c'est également une newsletter qui paraît tous les 15 jours, le mardi, sur les coulisses de l'entreprise de demain, où je partage encore plus d'inspiration que je ne le fais ici. Je partage les thématiques à venir, je donne des recommandations d'autres podcasts, des lectures, plein d'autres choses. Donc, si ça vous intéresse, la newsletter, le lien est dans les notes de l'épisode. Et pour le reste, il vous suffit soit de m'écrire par email, delphine.zanelli@l'entreprisededemain.com, soit de m'écrire via les messages personnels de LinkedIn ou d'Instagram @l'entreprise de demain, ou encore en allant sur mon site www.l'entreprisededemain.com et en allant sur demander un rendez-vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre un rendez-vous, ça m'envoie simplement un email. Donc maintenant, vous savez où me trouver et je vous attends. Alors, chers auditeurs, on passe à l'épisode du jour. Et là, je voulais vous dire que dans une volonté de toujours mieux répondre à vos besoins et envies, de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs, d'explorer les sujets à 360 degrés tout en maintenant des formats les plus courts possibles, j'ai testé à l'automne des séries d'épisodes thématiques. J'en ai fait une sur l'emploi des jeunes. Ça vous a plu et le comité éditorial du podcast, composé d'auditeurs et d'auditrices bénévoles, dont vous pouvez faire partie si vous le souhaitez, a souligné que ça permettait de se retrouver plus facilement dans la manne d'épisodes. C'est donc quelque chose que je vais continuer en 2023, que je vais développer en 2023. Donc j'ai ouvert l'année 2023 avec une série sur les enjeux de l'année, et là je vais ouvrir avec une nouvelle série et un nouveau format de série, puisqu'en fait je fais 4-5 interviews à peu près par thématique, et je vous fais un épisode un peu synthèse, débrief. Donc cette première série, avec ce format de débrief, je la fais autour d'un sujet d'actualité central, sous-jacent aux actuels mouvements sociaux, qui est l'emploi des seniors. Si je trouve un sujet particulièrement intéressant car il est catalyseur des évolutions nécessaires du travail. L'évolution de notre relation au travail, du lien de subordination inhérent aujourd'hui au contrat de travail, des temps de travail et des conditions de travail. Ça permet de répondre à cette demande universelle, celle de travailler autrement, pour ne plus faire de la retraite une libération. Et j'ai le plaisir d'ouvrir cette série avec Laetitia Vito. Laetitia, que j'ai déjà reçue sur le podcast, est dirigeante de Cadre Noir et est une autrice experte sur le futur du travail. J'apprécie ses apports bien sûr, et son approche extrêmement documentée. Et nous allons, avec Laetitia, donc, entamer un échange, alors là, pour le coup, vraiment à 360 degrés, à la fois sur la définition de la seniorité, s'il y en a une, à la fois sur pourquoi est-ce qu'on a besoin de toutes les générations d'entreprises, et là, spoiler, Laetitia prend l'exemple des technologies, vous allez voir, c'est intéressant. On parle aussi d'agisme et de ses ravages, Laetitia a d'ailleurs relevé le matin même un propos saisissant. On parle du tabou des types de carrière en France, de l'importance des rôles modèles, mais aussi d'aménagement du temps de travail, de conditions de travail, du rapport au travail et de notre rôle dans le travail. De l'importance aussi d'avoir un portefeuille d'activités qu'on fait évoluer en fonction de nos envies et de nos besoins, et ce, quel que soit l'âge. Avec d'ailleurs un volet transmission assez universel, qui est important à tous les âges, puisque en fait, transmettre, c'est apprendre. J'avais fait un épisode là-dessus dans le podcast Minute du lundi, j'avais appelé Transmission. Donc voilà, et on parle encore de plein d'autres choses. Mais le mieux,
ce que je vous propose, c'est de nous écouter. Bon épisode. Bonjour Laetitia. Bonjour Delphine. Alors merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler d'un sujet d'importance qui me tient à cœur aussi, qui est l'emploi des seniors. Alors ce que je te propose, donc j'ai fait appel à toi sur ce sujet parce que j'apprécie beaucoup ton approche à la fois très concrète, très factuelle, très documentée. Et c'est un sujet sur lequel j'entends un peu tout. Déjà, rien que savoir à quel âge on est senior en entreprise, je ne sais pas. Il y a plusieurs réponses. Donc voilà, donc je pense que c'est bien qu'on pose un peu les choses et puis après qu'on débatte un petit peu sur le sujet. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'un senior dans l'entreprise ? Et puis, ce fameux taux d'emploi des seniors dont on parle, de combien il est et qu'est-ce qui se cache derrière ? Que des questions excellentes à laquelle il y a finalement, tu vas être déçu, pas de réponse très arrêtée et très claire. Il n'y a pas de catégorie senior à l'INSEE, il n'y a pas de définition rigide, fixée, acceptée par tous de ce que constitue un senior ou un non-senior. C'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, l'origine, c'est vraiment dans la filiation, que ce soit la filiation familiale ou la filiation professionnelle. Un junior a un senior est senior parce qu'il a un junior. Donc ça veut dire que dès qu'il y a deux générations, il y a une génération qui est senior par rapport à une autre. S'il n'y a qu'une génération, il n'y a pas de junior et il n'y a pas de senior non plus. Donc ça, c'est la première chose. Après, on peut trouver des éléments de définition qui viennent vraiment du monde de la publicité et du marketing. C'est les années 60 qui ont inventé tout le concept finalement. D'abord parce que ça correspond à un moment d'augmentation de l'espérance de vie très important, progrès de la médecine, consommation qui se accès à des biens de consommation qui étaient autrefois inaccessibles, qui se généralisent, des progrès, l'accès à des services de santé qu'on n'avait pas avant encore la Seconde Guerre mondiale, la création des systèmes de santé type la sécurité sociale, le NHS britannique, etc. C'était l'après-guerre. Donc le monde de la pub se développe autour de ça et très rapidement, dans un contexte aussi d'une société et d'une culture qui était assez misogyne, où on ciblait la ménagère. Donc il y avait la ménagère de plus de 50 ans. Et puis, dans les catégories en dessous de 50 ans, on avait une granularité plus fine, on avait des catégories différentes. Et puis, c'est aussi parce que, à l'époque, il y a plus de 50 ans, voilà, tout d'un coup, hop, on bascule dans un autre monde et ça ne nous intéresse plus. Et quand on regarde aujourd'hui, il en reste des traces très fortes parce que dans le marketing autour des cosmétiques, on est encore dans des catégories qui sont en train de changer, bien sûr, mais très héritées de cette vision-là. Par exemple, si tu regardes les pots de crème, tu as les pots, les produits qui visent 20-30, les produits qui visent 30-40, 40-50, et ensuite plus de 50. Et alors là, beaucoup de questions sur est-ce qu'on peut utiliser le mot anti-âge ou est-ce que c'est agiste, mais donc là il y a du vocabulaire qui est en train de se transformer, mais en gros plus de 50, on considère que ça y est, t'es mature, t'es vieux, hop, tu bascules dans une autre catégorie et là on fait plus de choses finement du tout. Et ça, à un moment, le marketing est amené à se transformer, de même que toute la société qu'il tire, parce que on bascule assez rapidement dans un contexte ou dans un paysage démographique où l'âge médian, surtout notamment l'âge médian des femmes, s'approche énormément des 50 ans. C'est-à-dire que plus de la moitié de la population, ou la moitié de la population a plus de cet âge-là. Donc si ça constitue qu'une seule catégorie, et qu'on n'a plus qu'une seule catégorie qui recouvre la moitié de la population, et après-demain, une seule catégorie qui recouvre plus de la moitié de la population, elle perd de sa force et de sa pertinence. On a besoin de mots pour décrire une population qui se transforme. Donc dans l'entreprise, on a un peu hérité de ça, et c'est vrai qu'il reste, grosso modo, une frontière qui va aller de 45 à 55, où on emploie le mot « les seniors » pour désigner
des populations qui ont à partir de 45 jusqu'à 55 ans. Et là, il n'y a pas non plus de limite très stable qui serait acceptée par tous. D'ailleurs, quand tu regardes l'INSEE, c'est pour répondre à ta question sur le taux d'emploi des seniors, on parle d'âge, on ne parle pas de seniors, on parle des, par exemple, 55-64 ans. D'ailleurs, petite remarque, c'est qu'on voit que les 55-64 ans, ce ne sont pas les 45-55. Donc, si senior il y a pour une catégorie de l'INSEE, c'est la tranche, c'est la décennie au-dessus de celle qui est généralement ciblée quand on parle ressources humaines dans les grandes organisations. Ce qui est en soi un tout petit peu inquiétant, parce que si tu vois que tu es senior à 45 ans, mais que pour l'INSEE, c'est déjà 10 ans de plus, et il reste encore 10 ans pour terminer ta carrière, donc ça fait comment dire, beaucoup d'années en étant senior. Là aussi, un terme qui perd un peu de sa pertinence. Donc ce fameux taux d'emploi, il est relativement faible en France par rapport aux autres pays de l'OCDE. Mais alors ce taux pour les 55-64 ans, il n'est que de 56%, alors que la moyenne de l'OCDE est supérieure à 70%, et que des pays comme la Suède, même l'Allemagne, sur ce coup-là, qui fait mieux que la France, ont des taux d'emploi qui se rapprochent plutôt des 80%. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a quand même une spécificité française. Il n'y a pas beaucoup de 55-64 ans qui travaillent. Et là, si on regarde plus finement, en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est surtout un taux très très faible pour les 60-64 ans. C'est-à-dire qu'il y a très peu de 60-64 ans qui travaillent parce que retraite précoce, les acquis sociaux qui vont du Front populaire jusqu'à François Mitterrand, qui ont à un moment changé la barre et l'idée qu'on se fait de jusqu'à quand il est normal ou pas normal de travailler. Et puis on en parlait juste avant, l'autre sujet, c'est que jusqu'à très récemment, le grand problème dans le monde du travail en France, c'était le chômage de masse. Et les politiques publiques, pour le combattre, avaient deux sortes d'armes, deux volets. Le premier, c'est les abaissements les réductions de cotisations sociales sur certains types d'emplois, en particulier pour les plus jeunes. Et le deuxième, c'était, dans les grandes entreprises, mais aussi soutenu par des politiques publiques, de pousser gentiment ou moins gentiment à la sortie, à la pré-retraite, des gens parfois dès l'âge de 55 ans, dans la cinquantaine. Donc il y a beaucoup de gens qu'on a poussés à ne plus travailler, et après, évidemment, du coup, on se retrouve avec un taux très bas. Et aujourd'hui, quand on regarde le contexte qui est celui là, des débats sur la réforme des retraites, on se rend bien compte que si ce taux d'emploi était ne serait-ce qu'à la moyenne de l'OCDE, il n'y aurait absolument pas besoin de faire une réforme. Il n'y aurait pas besoin de faire une réforme des retraites. Ouais. Et c'est vrai que tu viens de dire quelque chose, en fait. On a mis les seniors donc à la pré-retraite pour faire de la place pour le boulot. Et j'entends encore beaucoup dire, mais en fait, les seniors prennent le job des jeunes. Et j'entends dire de l'autre côté, non, ce n'est pas vrai. Il y en a pour tout le monde. C'est un petit peu les mêmes débats et les mêmes sujets à propos finalement des immigrés, etc. Et ce sont des arguments qui se heurtent très vite aux réalités du monde du travail. Par exemple, pour ce qui concerne les immigrés, on sait très bien, alors dans un contexte qui est un laboratoire d'expérimentation qui est le Royaume-Uni post-Brexit, dans lequel on a beaucoup entendu ces discours-là sur ce sont les Européens qui prennent le travail des Britanniques, et puis si on fermait les frontières, on aurait plus d'emplois pour les Britanniques, et ce qu'on voit c'est que non. Par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, c'est très difficile pour les restaurants de recruter des Britanniques de souche, entre guillemets, parce qu'ils n'ont aucune culture de la bouffe. Ils mangent mal, ils y connaissent en rien. En vin, pas du tout, ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas cette culture-là, alors que des Grecs ou des Italiens, sur les mêmes niveaux de revenus, ont un rapport à la gastronomie qui est beaucoup plus sophistiqué, en fait. Et donc, on voit qu'en fait, il y a des niches qui correspondent à des cultures et à des besoins sur le marché de l'emploi, des besoins des entreprises qui ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'on peut comparer
avec les arguments sur les âges, parce que même si je ne crois pas beaucoup au discours générationnel ou au fait qu'il y ait des cultures comme ça très uniformes d'une génération à une autre, pas du tout, mais c'est ce sont des vagues d'entrée sur le monde du travail qui sont pas les mêmes, qui ont correspondu à des réalités différentes et qui aujourd'hui coexistent, cohabitent et correspondent à des besoins qui sont toujours là. Et en général, quand un senior part à la retraite, il est rare que on recrute pour exactement le même poste. Souvent, on remodèle les choses, on refaçonne, et puis on recrute pas tout à fait les mêmes... parce que les postes changent en même temps que les gens partent. Le travail se transforme en même temps, la réalité économique se transforme, les entreprises ne sont plus les mêmes. Donc on a rarement ce phénomène de remplacement pur et simple, comme si, il y a une pièce du puzzle qui s'en va, on cherche exactement la même pièce. Non, en fait, le puzzle, il est redessiné avec le temps. Et c'est pas du tout statique. Et pourtant, on a besoin de toutes les générations. On a absolument besoin de toutes les générations, et même de plus en plus. C'est pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, même quand on regarde les vagues de changements technologiques, les nouvelles technologies qui arrivent, alors on tient tous ce discours sur le fait qu'il y a des compétences qui deviennent obsolètes plus vite, sur le fait qu'il faut se mettre à niveau très rapidement, qu'il y a des nouveaux langages informatiques à chaque année, nouvelles applications, nouveaux outils, etc. Mais en réalité, il est très rare qu'une technologie en remplace une autre. Elle se rajoute à une autre. Donc, en fait, on a un monde qui est toujours plus complexe, où si on prend la métaphore de l'informatique, on a des générations qui se superposent, des générations logicielles, au point que tu es parfois obligé de faire de l'archéologie. Dans les banques, dans les grandes banques, on est obligé de faire de l'archéologie informatique, parce que tu as des couches logicielles qui reposent sur d'autres couches logicielles, et en fait, tu aurais besoin d'avoir toutes ces compétences technologiques simultanément. L'exemple le plus connu qu'on donne, c'est le COBOL. C'est le COBOL, le premier langage informatique, d'ailleurs, inventé par une femme. Je crois que c'est Grace Hopper qui l'a imaginé, l'histoire de l'informatique est marquée par des grandes figures féminines. Le COBOL, on ne l'apprend plus aujourd'hui, on ne l'utilise plus, il n'y a pas d'application moderne qui fonctionne avec ce langage-là. Mais quand tu dois faire de l'archéologie informatique, parce que tu as tous ces systèmes qui sont construits les uns sur les autres, tu as besoin de ces compétences-là. Tu es obligé d'aller chercher chez les retraités, tu es obligé de former des gens plus jeunes à des technologies plus ou moins obsolètes. Et on le voit dans beaucoup de domaines, en fait. Dans beaucoup de domaines, tu as besoin d'avoir accès à ces compétences-là, parce que ces choses sont toujours là, et on en a toujours besoin. Et puis, après, c'est vrai de choses plus... d'un capital culturel plus immatériel, qui est évidemment une histoire, la transmission d'une culture, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, de choses qui sont moins immédiatement tangibles que la connaissance d'un langage informatique qu'a priori on n'utilise plus aujourd'hui. Ouais. Alors comment est-ce qu'on pourrait changer le regard des seniors en entreprise ? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, ça c'est très factuel, qu'il y a une problématique à l'emploi. C'est-à-dire que les seniors qui se retrouvent sur le marché du travail ont quand même énormément de difficultés à retrouver du travail. Donc ça peut s'expliquer par des questions de niveau de salaire, par différentes questions, mais on a quand même un regard, un agisme, on fait un peu de jeunisme. On a quand même ce regard. Comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer ça ? Alors d'abord, pour confirmer ce que tu dis, en effet, dans tous les critères de discrimination existants, qu'il s'agisse du racisme, du sexisme, de la discrimination que peuvent subir des personnes handicapées, etc., l'agisme arrive en tête dans tous les pays dans lesquels on a fait des études sur le sujet. Donc beaucoup de personnes se sentent victimes de cette forme de discrimination, mais c'est celle pour laquelle l'arsenal mis en place et imaginé pour le combattre est le plus faible. C'est-à-dire qu'il existe très peu de lois, de systèmes, de politiques, même dans les organisations, pour combattre l'agisme. Alors que sur le sexisme, il y a beaucoup de choses en place. Ouais. On le voit même sur les discours utilisés, les paroles. Il y a des choses
qu'on ne peut plus dire aujourd'hui sur la couleur de peau, sur l'origine ethnique, sur le sexe. On ferait plus des remarques. En tout cas, c'est universellement accepté en France que ça se fait pas pour un manager de faire une blague sur les règles de son employé. Ah, t'as tes règles ou quoi? Ça passerait plus. En revanche, sur l'agisme, il y a des choses qu'on entend encore qui sont extrêmement bien tolérées. De type... choquantes. Comment ? Et pourtant choquantes. Et pourtant incroyablement choquantes, notamment, pas plus tard que tout à l'heure, j'entendais une femme, par ailleurs, très bien câblée, j'allais dire bien pensante, mais c'est un terme très négatif de dire ça, mais à qui ne viendrait pas à l'idée de faire une blague raciste, par exemple, me parler de sa supérieure, une femme de plus de 50 ans, en la désignant, en utilisant dans la même phrase le mot frustré et ménopausée. Voilà. Et je me suis dit, tout de même, c'est quand même assez hallucinant que ça passe encore, que ça soit considéré comme normal, comme si le statut hormonal d'une personne, quelle qu'elle soit, avait un lien quelconque avec d'abord un état de type frustration ou je sais pas quoi, et puis surtout un modèle managérial, comme si être modèle manager, voilà. Je me suis dit, c'est dingue, ça passe. Et là, en fait, je pense qu'on est au début, je sens le frémissement de quelque chose qui change dans notre culture à cet égard, choses qui, justement, ne sont plus aussi bien acceptées qu'elles l'étaient il y a encore quelques années, mais on a un gros chantier de travail à faire sur... définir ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, informer, former, alerter, parce que parfois les gens pensent pas mal en fait, ils ont tellement l'habitude de faire des blagues sur la frustration de femmes ménopausées qu'ils voient pas en quoi le mot ménopausée n'a aucun rapport avec le schmilblick et que c'est pas l'endroit pour l'utiliser, quoi. Le contexte pour dénoncer je sais pas, une dérive managériale et ce qui relève à la fois de l'agisme et du sexisme par cette association. C'est pas que la ménopause en tant que telle est un tabou, c'est que la ménopause associée à une dérive managériale, on voit pas où est le rapport. De même qu'on verrait pas où est le rapport entre avoir la peau noire et mal travaillée, ou des choses où ça on n'y penserait pas, mais là voilà. Donc je pense que ça, il y a un gros travail à faire qui est collectif, que ce soit à l'échelle des organisations, que ce soit définir plus clairement ce qui constitue de la discrimination, voilà. Mais donc là, même si on est au début, ça c'est une chose. La deuxième, tu l'as mentionné, la deuxième chose très importante, c'est qu'en effet, on reste dans un modèle très linéaire de carrière où, à partir d'un certain âge, quand tu as une carrière de la réussite, tu es censé, en effet, manager davantage et gagner plus. Donc, le revers de cette médaille-là, c'est que pour les employeurs, tu coûtes plus cher. Et en effet, il n'y a même pas besoin d'avoir des motifs, il n'y a même pas besoin d'avoir des explications d'agisme et de discrimination, parce qu'on peut en toute bonne foi dire je ne veux pas dépenser tant. Et là, c'est tout le modèle de cette carrière linéaire où les personnes de 40, 50 coûtent forcément beaucoup plus cher que les personnes de 30 ans. Et si on compare à un modèle suédois, par exemple, les carrières sont beaucoup plus aplaties en Suède. Donc le taux d'emploi des cinquantenaires, des soixantenaires est plus élevé en Suède, mais leur emploi ne correspond pas à des emplois où il y a toujours plus de responsabilités managériales et des salaires forcément plus élevés quand on a 58 que quand on a 42, par exemple. Donc c'est ça aussi qui est un tabou. C'est un tabou parce que ceux qui sont dans ce modèle de la carrière linéaire ne veulent pas y renoncer. Il suffit d'attendre encore un peu pour pouvoir gagner un peu plus. C'est le cas, par exemple, dans la fonction publique où tu gagnes pas bien, mais si tu montes dans les échelons, tu gagneras un petit peu plus le temps passant, et donc au moins tu vieillis, mais tu gagnes plus. Donc ça, c'est évidemment, je ne dis pas qu'il faut casser ça forcément pour tout le monde, mais dans d'autres domaines, on voit bien qu'on arrive au bout de ce modèle-là quand finalement il y a plus de système pour soutenir ces carrières linéaires. Finalement, il n'y a pas de place pour ces carrières-là, mais ça reste le modèle imposé et le modèle dominant. Et là, on a un problème. Donc, on n'a pas ce problème dans l'éducation nationale, par exemple.
Voilà, on a beaucoup. Mais on a ce problème-là dans beaucoup d'autres emplois où tu es parti pour une carrière et en fait, tu vois que cette carrière que tu as faite, elle se transforme tellement, elle t'oblige à faire des pivots, à exercer ton métier autrement, etc. Et donc, tu ne peux plus rester dans cette idée que forcément, tu vas coûter plus cher et tu vas avoir plus de responsabilités managériales. Et un autre point que j'entends parfois, c'est que les seniors auront beaucoup plus de difficultés à se remettre en cause, à évoluer, à être souple. Alors, on est des organisations qui se transforment beaucoup, donc il faut une forme de résilience, il faut une capacité à faire les choses autrement, à désapprendre, à apprendre. Et j'entends aussi beaucoup cet argument. Et que je peux complètement entendre. Et puis de l'autre côté, on pourrait aussi imaginer que l'âge aidant, on a aussi plus de souplesse, plus de recul, plus de prise de hauteur par rapport aux choses. Et on les remet un peu plus à leur place, et du coup, on va prendre un petit peu moins à cœur certains éléments qui changent. Et ça aussi, je pense que c'est un sujet. Tu as raison. En fait, il y a une ligne très fine entre cette idée d'agilité, de souplesse, de plasticité et la notion de soumission. Ouais. Et la ligne est fine, c'est-à-dire que j'entends bien comme toi qu'il y a des gens qui ont fait toujours la même chose pendant 20 ans et qui se rigidifient dans leur capacité cognitive. Parce que si tu si tu es une personne de routine qui fait vraiment les choses toujours de la même manière, en effet, tu as moins de facultés, d'ailleurs, quel que soit ton âge, que tu aies 39 ans ou 61 ans, si pendant 20 ans tu as fait la même chose, ça va être difficile de tout d'un coup complètement remettre en question cette manière de faire, réapprendre, te remettre à l'école. Ça peut être aussi un défi identitaire très fort, parce que si tu as associé cette manière de faire ou cette chose-là à ton identité, tout d'un coup on te met au défi de tout changer, c'est comme si on te disait que tu n'avais plus le droit d'exister. Donc il y a un défi cognitif et un défi identitaire qui peut être parfois insurmontable. Mais il n'y a finalement pas tant de gens, ou en tout cas c'est seulement une partie des gens qui font vraiment toujours la même chose. Pour beaucoup de gens qui ont 45, 50, 55 ou même 60 ans aujourd'hui, ils ont déjà finalement intégré qu'il fallait apprendre, se reconvertir, ils se sont formés. Les gens qui ont 50 ans aujourd'hui, ils ont déjà plus de carrière linéaire où on a fait toujours la même chose et on s'est contenté du diplôme qu'on a passé il y a 30 ans. C'est déjà plus du tout la majorité des gens. Donc la plasticité, elle est très forte chez une grande partie des cinquantenaires, même des soixantenaires d'aujourd'hui, qui développent en fait leur potentiel exactement de la même manière que des personnes beaucoup plus jeunes, surtout si se sont reconvertis récemment au travail indépendant, ont créé leur entreprise, ont changé d'emploi, ont construit quelque chose de nouveau. Il y a une convergence en fait, non seulement des modes de vie, mais des manières d'appréhender le travail et la formation tout au long de la vie. Et là, pour ces personnes-là, quand on entend ce discours-là de « oh oui, mais quand même ce qu'on entend en creux, c'est qu'en effet, on voudrait quelqu'un de plus soumis. Parce qu'il est quand même assez indéniable que quelqu'un allez, on va dire plus de 45, mais là aussi c'est variable, qui en a vu d'autres, va être capable de prendre un peu plus de recul, d'être un peu plus posé, d'avoir parfois un peu plus de confiance en soi, un peu plus de patience... Voilà, un certain nombre de soft skills développés avec le temps, parfois dans la souffrance, qui font que aussi on n'est pas prêt à accepter tout. On a plus de chances d'avoir déjà fait un burn-out si on adore son travail. Donc on va mettre des limites. On a appris à connaître son corps, on a appris à connaître son cerveau, on a été fatigué, on a eu des enfants et des ados, etc. Bon bref, toutes ces choses-là, c'est des apprentissages de la vie. Si on a été aidant en plus, on a aussi cet apprentissage-là. Donc des soft skills plus développés et peut-être en effet une grande qualité, qui est la qualité de savoir dire non, qui est peut-être un peu plus forte chez des personnes seniors. Mais certains employeurs n'apprécient pas cette qualité-là. Préfèrent une soumission plus totale dans une vision en fait un peu plus traditionnelle de ce que devrait être le lien de subordination. Ouais. Et j'ai une autre question qui est comment est-ce qu'on peut aider les seniors à changer le regard aussi sur eux-mêmes ?
Parce que je rencontre pas mal autour de moi, que ce soit professionnel ou amical, que je sens un peu résignée. Résignée parce que un peu usée aussi par les transformations multiples, voilà, et un petit peu résignée sur leur capacité à rebondir dans le sens, c'est pas forcément des gens qui sont sans emploi, mais à rebondir dans le sens à pouvoir se remettre des challenges, voilà. Tu as parlé de quelque chose qui était effectivement, est-ce qu'on a été amené, est-ce qu'on a été habitué à réapprendre, à se questionner, etc. Donc ça, je pense que c'est une première chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire pour que voilà, ces seniors retrouvent en fait l'envie que parfois ils ont un peu perdue? Quand on l'a perdu, c'est souvent un état en fait un peu semi-dépressif. Ce que tu décris là, ce mélange d'usure, de résignation, de pessimisme en fait sur le fait de ne plus croire qu'on peut avoir du pouvoir sur sa vie. Et quand on a passé des années, voire des décennies, dans un rapport au travail fait d'aliénation, de manque de pouvoir. Juste avant d'enregistrer, on parlait de pouvoir, en fait, finalement, quand on parle de travail, on parle de réalités très différentes, et que l'un des concepts importants, c'est la notion de pouvoir, et que si on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir sur sa carrière, pouvoir sur les choses, pouvoir dans son travail, on vit le travail comme quelque chose d'usant en fait, d'épuisant. On entend beaucoup ce mot de usure, épuisement à propos des gens qui prennent la parole sur le projet de réforme du système des retraites. Et là, vraiment c'est très difficile quand on est déjà dans la dépression, et quand on a vécu 30 ans comme ça, on est plus dans l'idée de réparer que dans l'idée de recréer des horizons roses et joyeux, etc. Si tu traverses une dépression, on est dans la survie, on est dans la réparation, on n'est pas dans quelque chose de plus positif. Donc moi, je pense qu'il faut s'adresser à des gens un peu plus jeunes qui ne sont pas encore dépressifs, en leur proposant des rôles modèles qui n'utilisent pas de filtre TikTok pour gommer les rides, où on montre que avoir des cheveux blancs, avoir des rides, ça peut être beau, ça peut être attirant, ça ouvre des horizons en fait. Ça, j'y crois quand même beaucoup à cette histoire. C'est critiqué en ce moment par les féministes, l'idée que les rôles modèles ça suffirait. Je pense pas que ça suffise, mais je pense que c'est très important parce qu'on en a été beaucoup privés. On a eu quand même des rôles modèles de pouvoir au masculin, à tout âge, ça oui. Au féminin, nettement moins. On a, Lagarde, quelques comme ça, mais on en a très peu. Et là, il y a tout un champ à ouvrir pour avoir des perspectives, des options. L'idée que on peut avoir du pouvoir, on peut recréer des choses. Et puis, peut-être qu'on peut récupérer les dépressifs au passage, mais en les réparant, en les soignant, en les aidant, en leur montrant que d'autres choses sont possibles. Je pense beaucoup à la notion de soin. De toute façon, c'est ce care central dans le travail de demain, parce qu'on va tous être aidants et un jour être aidés, et avoir besoin d'aidants, avoir besoin de professionnels du soin aussi. Donc ça, on doit le mettre à toutes les sauces, et pour ces personnes qui sont en souffrance. Et puis après, il y a des gens qui sont en souffrance parce qu'ils sont victimes de discrimination criante et terrible. Et là, je pense qu'il y a des combats plus militants à mener sur la lutte contre ces discriminations. Complètement. Et deux choses auxquelles je pensais en t'écoutant. La première, donc quand tu disais effectivement les sortir un peu de leur état semi-dépressif, c'est aussi important parce que l'idée c'est pas d'arriver à la fameuse retraite dans cet état, parce que on voit aussi beaucoup de gens, et là j'en vois aussi dans mon entourage, qui à la retraite déclinent extrêmement vite. Oui. Et à mon avis c'est une incidence, à mon avis j'en sais rien, j'ai pas théorisé dessus, mais il est possible que ce soit une incidence. Et un DRH avec qui je discutais récemment me reparlait aussi des cas de déclaration de maladies en fait qui ne sont pas liées à de la fatigue, qui sont des maladies qui sont déclarées à un moment donné. Donc ça c'est quelque chose qui paraît important. L'autre chose, quand tu parlais de rôle modèle, moi je crois beaucoup au rôle modèle, parce qu'en fait les rôles modèles c'est ce qui donne à notre cerveau le sentiment que c'est possible, et que donc je trouve que c'est extrêmement puissant, parce que c'est pas de la théorie, c'est de la vie.
Eh bien, quand j'y pensais, moi j'ai beaucoup appris auprès de retraités, notamment le jour où je me suis mis à mon compte, mais c'était toujours des hommes. Et toute l'image que j'ai des plus seniors dans les emplois dans lesquels j'ai travaillé n'était que des hommes. Ça veut dire que moi, qui suis maintenant senior, je n'ai aucun rôle modèle de senior femme. Et chez les seniors hommes, les 3/4 de ceux que j'ai connus sont partis en pré-retraite. Ça veut dire qu'en plus, je n'ai que des rôles modèles de personnes qui sont arrêtées de travailler très tôt, souvent sorties des entreprises contre eux. Certains qui sont fait du conseil, d'autres non. Et j'ai croisé aussi beaucoup, quand je me suis installée en indépendant, de ces seniors qui essayaient de faire du conseil et qui n'y arrivaient pas. Et où je voyais, pour moi, c'était un schéma douloureux. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je ne vis pas le fait d'être senior comme une douleur, mais on pourrait, en réfléchissant, en t'écoutant, je me dis waouh, je pourrais vraiment en fait. Parce que tous les rôles modèles que j'ai, soit sont masculins, sont pas du tout identifiables, et soit aussi sont partis très tôt, partis très tôt et souvent dans la souffrance. Donc c'est vrai que je pense que c'est important, on en a de plus en plus, hein, mais on a besoin de ces rôles modèles. Et je pense qu'une façon de changer l'image, effectivement, je crois beaucoup à ça. Et je crois que ces rôles modèles peuvent aussi jouer sur changer l'image dans l'entreprise. Et on n'a pas parlé d'ergonomie aussi. Oui. Là, ce que tu me dis m'inspire l'idée que on est finalement dans un modèle de travail très uniforme, univoque, et quand même le même pour tous. Et que, par exemple, le nombre d'heures, c'est le même pour tous, et à un moment, tu t'arrêtes, le coup près tombe, et c'est fini, tu travailles plus. Ouais. Et tu passes de 40 à 0. Alors certes, on sait qu'il y a évidemment beaucoup d'activités bénévoles, beaucoup d'activités de care, une grosse économie informelle qui repose sur l'activité des seniors retraités. Que les retraités sont très importants dans l'économie, même si ça ne fait pas partie du PIB quand c'est bénévole. Mais très souvent, en tout cas en matière de travail, c'est tout ou rien. Tout ou rien. Or, il y a tellement d'aménagements à imaginer, et c'est curieux qu'on en parle aussi peu. C'est que si vraiment on doit travailler plus longtemps, est-ce qu'on peut travailler de la même manière ? Est-ce qu'on ne doit pas aussi accepter que cette fatigue, elle fait partie des choses naturelles, et que, en effet, travailler 40 ou 50 heures, on a peut-être un peu moins de résistance quand on a 50 ans que quand on en a 30, et que moi, personnellement, j'ai plus envie de travailler autant que je le faisais il y a encore 10 ans. J'aimerais aller vers un peu moins, justement, travailler moins, mieux. Et puis si j'étais salariée, je voudrais que dans 10 ans, dans 20 ans, si je travaillais encore dans 20 ans, j'aimerais, et je travaillerais très probablement encore dans 20 ans, si j'étais salariée, je voudrais quelque chose qui me donne beaucoup d'autonomie, beaucoup de flexibilité, des bons outils, que tout soit pris en compte, mon corps, mais mon corps pas pour faire des blagues sur le fait que je suis frustrée parce que ménopausée, mais sur le fait que j'ai un bon fauteuil parce que mon dos est fragile, ou sur le fait que on a tout un réseau d'ostéopathes qu'on peut me recommander, ou qui serait même en partie subventionné par mon employeur, enfin que sais-je, mais il y a des tas de choses à imaginer. Quand tu vois que les grandes entreprises de l'automobile en Allemagne, les BMW, Mercedes, etc., dont la population active commence à être assez âgée. En moyenne, voilà, c'est pas des tout jeunes qui travaillent là. Il y a même plus de jeunes parmi les ingénieurs que parmi les ouvriers. Ils ont constaté, en menant des gros chantiers de révision des ergonomies, que parfois des ajustements assez mineurs en termes de rampes, alors on parle de l'industrie, donc ça va être des choses très très matérielles, des ajustements mineurs permettaient d'énormément baisser des problèmes physiques au travail, et que d'ailleurs en ciblant les besoins physique, physiologique des personnes de 50 ans et plus, les problèmes de dos, de vue, les yeux qui voient moins bien, les oreilles, etc., toutes ces choses-là, en fait, on faisait du bien à tout le monde par la même occasion, parce que ça devient une ergonomie qui est plus soutenable, y compris pour des gens qui n'ont pas encore de baisse d'audition, qui ont encore une vue parfaite, etc. Voilà, on le sait sur les oreilles que être exposé à des niveaux sonores, et puis il y a certains types de bruits qui sont plus dommageables que d'autres. Bien sûr. Voilà, les enseignants par exemple, ça compte pas comme de la pénibilité, mais faire des cantines, on est à des niveaux de décibels absolument insoutenables en fait, et ça devient insoutenable, beaucoup plus insoutenable quand on monte en âge. Et ça, c'est pas pris en compte. Comme si c'était exactement la même chose. On est censé supporter pareil tout ça, et c'est pas pris en compte. Et donc là, il y a une espèce de cri de douleur
de beaucoup de gens qui finalement concernent l'ergonomie, la manière de travailler. C'est entendez-moi, ça met insupportable. Et parfois c'est des petites choses, c'est pas tout le travail. C'est pas le fait de préparer ses cours par exemple pour ton épreuve, c'est pas tout le travail. Non, c'est des petites choses. Le niveau sonore, ou le trajet pour se rendre au bureau, ou que sais-je, des petites choses. Et en fait, on peut faire tellement dans ces petites choses pour rendre le travail bien meilleur, bien plus agréable, bien plus ergonomique. Donc, utilisons les besoins des seniors comme un baromètre pour savoir quoi changer et le rendre meilleur pour tout le monde, parce qu'en général, ça profite à tous. Oui, j'ai envie de dire, c'est assez universel. Quand, je crois que c'est il y a 3 ans que Welcome to the Jungle m'avait proposé de parler sur le podcast de la semaine des 4 jours. Ça s'est pas fait pour différentes raisons. Et donc, on a quand même eu un échange préparatoire. Je leur ai dit, parce qu'ils me disent, voilà, c'est important pour les jeunes, parce qu'ils cherchent. Je dis, non, mais en fait, c'est important pour les jeunes. C'est important pour les gens à 40 ans qui, en milieu de vie, ont envie de développer des side projects, des projets à côté. Et c'est important pour les gens plus proches de la retraite qui ont besoin aussi de travailler moins. Et je pense, voilà, qu'on prend toujours par le prisme d'une génération, mais qu'en fait, c'est beaucoup plus quelque chose de sociétal. Et que quelque part, quand tu parlais de douleurs dans le dos, moi j'ai des problèmes de dos depuis bien longtemps. J'ai pas attendu mon âge. Ça veut dire que la question de l'ergonomie, elle se pose. Enfin voilà, je veux dire, j'ai porté des enfants sur des porte-bébés qui étaient plus ou moins. La question de l'ergonomie, elle se pose à ce moment-là. Et tu as dit quelque chose aussi sur lequel je voulais revenir. Je pense que j'avais un échange récemment avec des personnes qui travaillaient justement sur la réflexion autour de l'emploi des seniors. Et je pense que les collaborateurs, il faut commencer à les accompagner dès 35-40 ans. Pourquoi ? Parce que par exemple, on va reprendre l'industrie, des métiers à forte pénibilité. Sont paradoxalement des gens qui ont envie de travailler longtemps, souvent. Parce que souvent, pour eux, c'est une forme de réalisation, ils font des pièces, ils font des choses qui sont importantes. Socialement, il y a aussi un impact du travail qui n'est pas neutre. Et puis, accessoirement, économiquement, souvent aussi, c'est pas neutre non plus. Et en commençant à travailler avec ces personnes-là, par exemple, qui n'ont pas forcément fait d'études, qui étaient à l'école, alors leur permettre de développer d'autres compétences qui leur permettront à un moment donné de continuer à travailler, mais différemment. Pas forcément en montant en hiérarchie, mais en étant sur des postes de contrôle, d'observation, ou dans d'autres industries, qui ont moins de pénibilité, qui nécessitent une connaissance, moins de pénibilité, qui ne demandent pas non plus, voilà, mais sur lesquels on va les former. Et en fait, si on s'en occupe à 50 ans, c'est trop tard. Parce qu'ils ont déjà, ils sont fatigués. Donc c'est comment est-ce que on intègre ce vieillissement de la population, qui est aussi une donnée démographique à l'échelle européenne, comment on l'intègre beaucoup plus tôt, et on se dit finalement comment on vous accompagne dans cette période de milieu de vie, qui est une période où classiquement les gens ne se reposent plus sur ce qu'ils ont appris à l'école, se questionnent sur la prochaine étape, et tout le monde n'est pas en reconversion, mais parfois juste pouvoir ouvrir un peu des voies. Et on devrait tous être comme les sportifs de haut niveau, et comme les danseurs, etc., qui en fait très très jeunes savent qu'ils vont avoir plusieurs carrières, et qui développent ou maintiennent, quand ils le peuvent et quand ils en ont bien conscience, plusieurs cordes à leur arc pour pouvoir faire autre chose. Oui, tout à fait. Que ce soit d'un point de vue très classique, très classiquement le devenir coach, entraîneur, etc. quand on a été footballeur, devenir formateur quand on a été pilote, devenir professeur quand on était danseur, toutes ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans la transmission. Et c'est ça qu'on attend de la seniorité, c'est de la transmission. Tout ce que tu évoques, c'est de la transmission. Donc c'est précieux en fait. Alors c'est marrant parce que dans le sport, c'est vraiment, on passe de performance à transmission, et c'est aussi relativement brutal, même si ça se prépare en amont. Ça a l'avantage d'être préparé en amont. Mais comme on est sur des marchés très compétitifs, avec cette idée de performance très normée sur les temps, sur les choses comme ça. Et moi, je pense qu'il faut avoir un portefeuille d'activités à différents âges, parce qu'en fait, transmettre, c'est important quand on est jeune, parce que ça nous aide à former nos idées, à faire monter en expertise, parce qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre que de former. Et puis, c'est important, quand on est senior, d'avoir encore la performance, parce qu'on a de la potentialité, on a envie de faire aussi, pas uniquement d'enseigner. Et donc, en fait, il faudrait avoir... finalement à tout âge un portefeuille qu'on fait évoluer en fonction de nos envies, de nos besoins, et qui comporte un volet transmission
à la fois quand on est jeune parce qu'on se forme en transmettant, ouais. et à la fois quand on est âgé, parce que oui, on en sait quand même un peu plus, et on a beaucoup de choses à transmettre. Mais en gardant le fait de faire. Mais en aussi. gardant le fait de faire, en gardant le fait aussi de... Si tu prends par exemple le monde de la danse, où tu vois, c'est très normé, t'avais le corps très normé, le danse classique c'est comme ça, à partir de, je sais pas, 38 ans c'est fini, 40 ans c'est fini, voilà. Et tu vois bien que dans la danse contemporaine, chez les Pina Bausch, etc., tu as des corps plus âgés qui dansent, et c'est beau, c'est toute la diversité du corps humain dans sa démonstration artistique de beauté, ça s'arrête pas, en fait, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est juste qu'on a encore ce monde très normé d'une performance qui est définie avec des critères bien trop réducteurs. Alors bon, j'en sais rien, peut-être que dans la Formule 1, on peut rien faire quand on a 50 ans, j'en sais rien. mais dans la danse, en tout cas, oui, tu vois, dans la danse, oui. Non, mais de toute façon, c'est des choses qui demandent à évoluer. Et j'ai une dernière question, parce que donc, nous sommes en plein dans les manifestations relatives aux réformes des retraites, et moi, une question que je voulais te poser, qui forcément qui est un peu biaisée, parce que je te partage aussi mon point de vue, c'est est-ce que ce débat sur les retraites n'est pas plutôt... Est-ce qu'il fallait pas plutôt une réforme du travail ? Est-ce que c'est pas plutôt un débat sur la façon dont on travaille ? Est-ce que... Enfin, voilà, j'interroge des personnes que je connais qui sont dans la rue parce que ça m'intéresse effectivement de savoir pour ceux qui sont et ceux qui ne le sont pas, pourquoi ils le sont ou ils ne le sont pas. Et je vois bien qu'il y a beaucoup plus cette question de la façon dont on travaille, de tout ce qu'on a un peu évoqué, qui est mis en question, plus que le fait de continuer en tant que tel à travailler. Et tu parlais de développer plusieurs cordes à son arc, tout le monde n'a pas été équipé pour. Ouais. C'est pas du tout une critique, et ça n'a même pas toujours un rapport social, parce que moi je vois parmi les auditeurs du podcast très jeunes que beaucoup utilisent le podcast au sens large, pas du tout que le mien, mais comme un ascenseur social. Donc pour moi, c'est plus une question de est-ce qu'à un moment donné, on leur a posé ça ou pas, et du coup, bref, plusieurs questions en une. Et c'est un vrai débat de sourds où on voit que le point d'achoppement entre les camps, si on peut dire qu'il y a des camps, les deux camps, c'est d'un côté la valeur travail et de l'autre, mais enfin, entendez-moi, les gens qui parlent de valeur travail sont ceux qui n'ont jamais connu la pénibilité, l'aliénation, la souffrance, la fatigue, l'usure, etc. Donc il y aurait d'un côté ceux qui vantent les mérites de la valeur travail, qui sont ceux qui ont du pouvoir, ou qui sont les créateurs, donc du pouvoir de création, du pouvoir relationnel, ou du pouvoir politique, ou du pouvoir économique. Et puis de l'autre, ceux qui subissent, qui sont aliénés, qui sont subordonnés, qui doivent faire ce qu'on leur dit de faire, et qui ont envie de dire non. Et c'est et en fait les deux ont raison. Simplement, on emploie le mot travail pour parler de toutes les réalités d'un monde qui est quand même très pluriel. Et où, en effet, quand on gratte, ce que tu as raison de le dire, quand on gratte derrière, ce qu'on voit, c'est les conditions de travail qui sont en question. Et donc, derrière les conditions de travail, il y a l'ergonomie, la définition de la pénibilité. Je me réjouis du fait qu'il y ait eu quand même quelques articles ces dernières semaines à propos de la pénibilité et du fait qu'il y ait eu ces critères qui ont été enlevés il y a quelques années. Et donc d'une définition peut-être trop restrictive de la pénibilité et des critères pour la définir, que je me réjouis aussi du fait qu'on parle de productivité un peu plus intelligemment, c'est-à-dire en disant bah oui, mais c'est en travaillant mieux qu'on sera plus productif, pas en travaillant plus, puisque par définition la productivité c'est faire plus avec moins, pas faire plus avec plus. Faire plus avec plus, c'est pas productif, c'est une productivité qui baisse, en fait, si tu dois faire plus avec plus. Donc, c'est pas bon. Donc, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui sont mises sur la table. Et en fait, derrière, c'est des négociations sur tout un tas de sujets. Et c'est là où on semble redécouvrir cette année la pertinence d'institutions comme d'organisations syndicales, de l'idée de négociation collective, de l'idée que oui, il y a un rapport de force et qu'il y a des choses à négocier et que il y a des points de vue qui sont
qui se heurtent, qui doivent mettre ça sur la table et dire ok, comment est-ce qu'on partage ça, comment est-ce qu'on réorganise. Donc le grand message derrière, c'est travailler mieux. Mais qui est une demande intergénérationnelle. C'est pour ça que d'ailleurs on voit tous les âges qui manifestent par rapport à ces sujets. Et je pense que, qu'il soit dans la rue ou pas dans la rue, je pense que c'est vraiment une attente. Enfin, cette attente, elle est globale. Oui. C'est quelque chose... On est en train de faire le procès de l'aliénation au travail. Voilà, très globalement. On parle plus de retraite, on parle d'aliénation au travail. Et donc tout le monde s'y met. Ah oui, c'est pas le travail que je veux, etc. Donc c'est un grand moment d'utopie, en fait. On est en train de vivre un grand moment d'utopie, c'est assez magique, finalement. C'est vrai. Nous verrons où ça nous mène. J'espère à des évolutions en profondeur dans le travail. Enfin, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui évoluent de manière importante, sans compromettre la performance. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on n'est pas sur une compromission de la performance au sens où l'entreprise doit être viable pour pouvoir contribuer, pour pouvoir impacter. Donc on ne compromet pas la viabilité de l'entreprise, mais on apprend à faire les choses différemment. Ça impose quand même une exigence collective et aussi individuelle. Parce que faire mieux en moins, ça passe aussi par travailler différemment. Enfin voilà, c'est une autre forme d'exigence qui est beaucoup plus salutaire sur un plan sanitaire, mais qui nécessite aussi parfois de se challenger quand même. Et d'être créatif aussi, parfois, parce que ça veut dire quand même faire autrement, faire différemment, réinventer. Accepter de réinventer aussi. Merci beaucoup Laetitia pour cet échange. Merci Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.